Bonjour à tous. Avec les collègues de mécanique, on a décidé, après les premières vidéos que vous avez vues sur les équations du mouvement, de venir sur un autre grand classique de la cinématique, qui est tout ce qui est mouvement parabolique. C'est-à-dire les mouvements en deux dimensions, où on est juste attiré par la gravité. Alors, on a déjà fait en classe, ou du moins vous avez déjà fait en classe sans doute, un exercice de tir parabolique simple. Ici, on va en faire un peu plus compliqué, avec un cascadeur qui doit franchir un ravin. Alors je vous encourage vraiment, voilà, c'est l'exercice 3 des notes de cours qui sont tout à la fin de Moodle, à essayer de le faire par vous-même, voir si vous tombez sur la même réponse ou pas. C'est ainsi que vous allez vraiment apprendre, en essayant par vous-même et en regardant une vidéo en se disant vraiment ah ça c'est la partie que je n'avais pas réussi et je vais écouter plus attentivement, ah non ça va je sais faire, je peux passer ou j'écoute juste mais je peux être un peu plus distrait. C'est ainsi que vous allez vraiment vous rendre compte quel est votre niveau. Alors, c'est parti, donc si vous avez essayé, super, si vous n'avez pas essayé, bah essayez, sinon c'est parti. Donc j'ai un cascadeur qui doit franchir un ravin de 10 mètres de large. Pour ce faire, il place un tremplin ayant un angle de 36,87 degrés par rapport à l'horizontale. Le sommet du tremplin se trouve à 2 mètres plus haut que la berge opposée. Et on vous demande de trouver la vitesse que doit avoir ce cascadeur pour réussir le saut. Par exemple, si on lui demande de faire cette cascade-là pour un film, est-ce qu'il peut le faire en courant vite ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il le fasse à vélo ou en moto ou en avion? Qu'est-ce qui est le mieux? Ben, on va voir. Donc première étape, on va toujours dessiner un schéma. Donc ici, j'ai d'abord un ravin de 10 mètres de large. Donc ici, j'ai 10 mètres. Ça veut dire que mon bonhomme, il va arriver, disons, ça ce sera l'arrivée. S'il arrive là, il a réussi son saut. Sinon, il est tombé dans le ravin, il est mort. Oui, on meurt souvent en mécanique. Hop. On sait aussi que quand il a mis son tremplin, donc il y a le sol de l'autre côté, hein. J'ai mon sol ici de l'autre côté. Mais il a réussi à mettre un tremplin qui fait qu'il se trouve 2 mètres plus haut. Donc ici, si je compte, et je vais essayer même de le faire à l'échelle. Ici, si je compte, là, comme ça, là, je vais avoir 2 mètres d'écart par rapport au niveau du sol. Donc voilà, ici, j'ai mon tremplin. Avec ici, de nouveau, cette hauteur de 2 mètres. Là. Magnifique. Donc j'ai réussi à faire la première étape de mon schéma. Ça me représente un peu la situation. Et donc mon cascadeur, il est ici, en train de sauter avec un angle de 36,87 degrés. Et donc il va faire une sorte de saut parabolique. Et la question c'est où est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va réussir à atteindre l'autre bout ou est-ce qu'il va tomber dans le ravin? Alors, ici en particulier, quelle est la vitesse dont il a besoin pour réussir à arriver pile poil ici, au bout? Notons donc ce qu'on sait. Je sais qu'il a une vitesse qui va selon la pente de son tremplin. Cette vitesse, c'est ce qu'on cherche, c'est l'inconnu. Alors, par réflexe, moi je vous conseille de toujours déjà vous dire, ok, on a l'habitude, dès qu'on a des vecteurs, parce qu'on est en deux dimensions, donc on a besoin de plusieurs dimensions, Vx, Vy, pas besoin de Vz ici, puisqu'on n'est pas selon la troisième dimension, je vais déjà représenter la décomposition. Je vais décomposer de manière classique, hop ici, comme ceci, avec Vx ici, et Vy ici. Rappelez-vous cependant que dire que je décompose selon x et y sans avoir mis un système d'axes qui dit par où est x et par où est y, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc je vais placer un système d'axes. On aurait été en statique, on aurait fait simplement quelque chose qui dit voilà, x c'est à droite, y c'est en haut. Mais ici, rappelez-vous, les équations du mouvement, on a l'accélération, la vitesse, mais aussi la position. La position, c'est où on est par rapport à quelque chose. Là, je suis à 1 mètre de mon écran.
mais c'est toujours par rapport à mon écran, par rapport à un système de référence, par rapport à un système d'axe. Et donc ce système d'axe, on va surtout pas le mettre là, on va en plus réfléchir, tiens, où est-ce que je vais mettre le 0? Il y a plusieurs points intéressants. Typiquement, je pourrais le mettre ici. Et alors, on voit que mon personnage aura une position initiale de 2 mètres. Oui, il a une position initiale de 2 mètres. Et il serait, selon x, à une position de moins 10 mètres, si je mets mon système d'axe comme tantôt. Je peux le mettre ici. Alors ma position initiale vaut 0, 0. Et ma position finale, je serai en 10 mètres et moins 2 mètres vers le bas. Et je peux aussi le mettre où je vais le mettre. Juste parce que c'était mon dernier exemple. Il n'y a pas vraiment de plus grande raison que ça. Mais je vais décider que ceci est mon axe Y. Et ceci est mon axe X. Et donc, là est ma position 0. Et mon personnage au début, il est en quelle position? Il est en 0 selon X. Et il est en 2 selon Y. Mètres à chaque fois. Je vais mettre ici qu'on est en mètres. Hop. Par contre, la position à la fin, je suis toujours en coordonnées comme ceci. Et donc je suis cette fois-ci à 10 mètres selon X et 0 mètres selon Y. Votre choix de système d'axe n'est pas crucial. Il n'y en a pas un bon et d'autres mauvais. Il y en a souvent plusieurs qui sont potables. En fait, les 3 points que je viens de donner sont 3 bons endroits pour mettre le système d'axe. Il y en a d'autres aussi, mais le plus important c'est d'être cohérent quand vous mettez votre système d'axe pour bien savoir en quelle position on est par rapport à votre système d'axe. En effet, si je mets mon système d'axe plus haut, j'aurai des nombres négatifs, plus à droite des nombres négatifs vers la gauche, etc. Voici donc pour la préparation de ce problème. Maintenant, on va se lancer dans sa résolution. Nous sommes donc partis pour la résolution de ce problème. Un problème de cinématique, on va toujours commencer par écrire les équations du mouvement. Comment est-ce que ça bouge? Alors, c'est quoi les équations du mouvement de manière générale? On a, dans notre cas, toujours considéré des accélérations qui sont constantes. Du coup, la vitesse est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Et la position est égale à la position initiale plus la vitesse initiale fois le temps plus 1/2 at carré. Ceci, je vous encourage à aller voir la vidéo d'introduction ou la dernière vidéo de M. Van der Beek pour revoir ceci si ce n'est pas clair. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On ne va pas voir d'accélération non uniforme, donc qui varie avec le temps dans ce cours. Alors ce qu'on n'a pas encore vu, c'est qu'en fait, évidemment, là on est dans une dimension, c'est l'accélération, la vitesse, la position. Mais dès qu'on va travailler à 2 dimensions, en 3 dimensions, tout ceci c'est vectoriel évidemment. Mon accélération, elle peut être décomposée en accélération selon x, y et z. Ma vitesse pareil, x, y et z. Et ma position est le vecteur position, x, y et z. Et du coup, quand j'ai des vecteurs, on peut faire exactement comme auparavant. Je peux décomposer selon x et selon y. C'est parti. Commençons avec selon x. Alors, on va d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'il y a comme accélération selon x? Pour ça, je vais faire un brin d'introduction à la dynamique. Regardons un peu mon bonhomme, une fois qu'il a commencé à sauter. Donc il y a le tremplin qui est là, il vient de sauter. Et disons qu'il a décollé d'un micromilliardème de mètre. Il a à peine bougé, mais en tout cas il n'est plus sur le bord. Il vient de commencer son mouvement, on vient d'entrer en cinématique. Du coup, quelles sont les forces sur ce bonhomme? Je vais leur dessiner là-haut. Quelles sont les forces sur mon bonhomme? Eh bien,
La seule force qui agit sur lui, c'est son poids. Alors on pourrait discuter qu'il y a des forces de frottement aussi, de l'air. Ici, dans le cours, sauf mention contraire, on va toujours les négliger. Sachez que ça induit une différence, mais pour la plupart des mouvements que vous faites dans la vie de tous les jours, la force de frottement de l'air est assez négligeable. Si vous tombez d'une échelle, les frottements de l'air ne vont pas du tout jouer. Si vous faites un saut ou quoi non plus. Donc, à moins que vous sautiez d'un avion ou quoi, où là ça va devenir très important, dans la vie de tous les jours, se dire que les frottements de l'air sont négligeables pour des petits mouvements comme ceci, c'est tout à fait justifié. Par contre, de fait, sur une autoroute ou quoi, il faudra apporter des corrections. Pareil pour les trains, ce genre de choses. Maintenant, ça n'empêche pas de se donner une intuition. Donc, ici, si je fais comme auparavant, je calcule la somme de mes forces. La somme des forces juste P. Et là, on voit que on n'est pas en statique. C'est différent de 0. On est en ce qu'on appelle en dynamique. Et la loi fondamentale de la dynamique, c'est que la somme des forces est égale à ma. Donc ici, si je prends ma somme des forces qui vaut P et par la loi de la dynamique, la somme des forces qui vaut ma, j'ai que P va être égal à ma. C'est-à-dire que mon poids, en fait, il va avoir quoi comme effet? Il va créer une accélération multipliée par une masse. Mais P, c'est mg. Et donc j'ai mg égale ma, je peux simplifier mes masses, et je tombe qu'en fait, l'accélération que va avoir mon bonhomme, mon cascadeur, est égale à petit g. Et rappelez-vous, on avait mis un système d'axes. J'avais mis un système d'axes comme ceci, avec y vers le haut, mais bon, x vers la droite, même si ça ne joue pas ici. Ça veut dire que si je décompose ce vecteur petit g, il est 100% selon y. Et donc on va pouvoir dire que a, si je le décompose, je vais avoir ax qui vaut 0 mètres par seconde au carré. Ben oui, j'ai pas d'accélération selon x. Et AY qui vaut moins 10 mètres par seconde au carré. Ce moins ici, il est très important sans l'être. C'est-à-dire, vu mon système d'axes, je suis obligatoirement selon moins 10 mètres par seconde carré. Et donc c'est très important d'être cohérent vis-à-vis de vos systèmes d'axes. Maintenant, si vous aviez décidé de me mettre un système d'axes vers le bas, alors j'aurais été dans le sens de mon système d'axes et ce serait devenu un plus. Et donc, exactement comme en statique, ce qui est important, c'est d'être cohérent par rapport à votre système d'axes. Ici, si on choisit y vers le haut, la gravité m'attire vers le bas, donc je vais avoir une accélération due à la gravité vers le bas, qui est de moins 10 mètres par seconde au carré. Ça, c'est quelque chose de très important dans tous les problèmes de cinématique, c'est de comprendre le type de mouvement. Ici, selon x, j'ai donc un MRU. Mon mouvement, il va être rectiligne uniforme accéléré, mais ça va être un mouvement rectiligne uniforme, pardon. Donc ma vitesse va être constante, pas d'accélération. Selon y, j'ai un MRUA. Ce qui est constant, c'est mon accélération. Je dirais qu'il y a deux grands types de questions que vous allez avoir en mécanique sur la cinématique. Il y a le cas où on vous dit l'accélération est 2, ou trouver l'accélération constante pour. Et l'autre cas, c'est quand on a des forces qui me donnent une accélération puisqu'on est en dynamique. Pour l'instant, comme on n'a pas encore fait de dynamique, on va juste voir la chute libre. Vous voyez ici, on chute librement, il n'y a pas de force qui s'oppose au fait que je sois en train de chuter. Mais vous vous doutez bien qu'avec le chapitre suivant, on va voir la dynamique. Et donc on va pouvoir faire des exercices beaucoup plus complets. Par exemple, on pourrait dire, tiens, c'est en statique au début, quelles sont les forces? Et du coup, il faut pousser comment pour passer en dynamique? Ah, si je pousse comme ça, j'ai donc une accélération. Et du coup, si j'ai une accélération, comment est-ce que je bouge? Vous avez donc tout un spectre d'exercices avec, on est immobile, on pousse trop fort, ça commence à bouger. On bouge comment du coup? Revenons à nos moutons. Je viens de dire que selon x, l'accélération était nulle. Ce qui veut dire que ma vitesse selon x, c'est la vitesse initiale selon x, plus cette accélération selon x fois t. Alors, la vitesse initiale selon x, elle est ici. Alors ici, du coup, je peux adapter mon schéma pour bien dire ça. En fait, ce que j'ai dessiné là, c'est la vitesse au début.
c'est la vitesse quand je démarre. Cette vitesse, elle va évoluer au cours du temps. Et donc, ici, si je veux être, si je veux être exact, je pourrais dire Vx de t. Mais justement, selon x, on a un MRU. Ça ne va donc pas dépendre du temps, je vais juste avoir V0x. Ma vitesse selon x au cours du temps, c'est la vitesse selon x au début, parce que mon accélération vaut 0. Donc je répète, ma vitesse selon x, a priori elle pourrait dépendre du temps, mais comme je n'ai pas de force dessus, comme il n'y a pas d'accélération, elle est constante au cours du temps. Donc je ne vais pas écrire v de x de t, parce que je ne dépends pas de t. Je vais juste écrire v de x, qui est une constante, qui vaut la vitesse initiale que j'ai ici. Et là, normalement ce katoa ça devrait être acquis, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps à le réexpliquer. J'ai v de x égale la vitesse initiale fois le cosinus de 36,87 degrés. Alors 36,87 degrés, c'est un angle relativement sympathique qui vaut quasi exactement 4/5. C'est pour ça qu'on le choisit, comme ça nous permet de résoudre des exercices sans employer notre calculette. Vous, évidemment, vous ne devez pas le connaître par cœur. Vous allez beaucoup en entendre parler, mais vous ne devez pas le connaître par cœur, sachant qu'à l'examen, vous avez votre calculette. Et donc ici, j'ai que ma vitesse selon x, c'est 4/5, ça c'est le cosinus de 36,87 degrés, fois V0. Et ça vaut quoi V0? Ben, c'est ce qu'on cherche justement. Quelle est cette vitesse qu'on doit avoir au début pour réussir à aller de l'autre côté? Qui dit accélération, vitesse, il manque la position. Alors, je pourrais appeler ça la position selon x. Maintenant, bah, autant appeler ça juste x, c'est la position selon x. Et cette fois-ci, elle va bien dépendre du temps. En fonction du temps, je suis à un autre endroit. Ça va être ma position initiale, plus ma vitesse initiale selon x, fois t, plus 1/2 l'accélération selon x, fois t carré. On peut remplacer x0, alors là ça va dépendre de votre système d'axe. Vu le système d'axe qu'on a choisi, ici on voit bien qu'au début, on a une position horizontale de 0. Plus ma vitesse initiale, alors on en a déjà parlé, la vitesse initiale c'était V0 cosinus 36,87 degrés. Alors attention, hein, la vitesse initiale c'est pas toujours, ceci n'est pas la vitesse initiale, hein. Ce qui est la vitesse initiale c'est ceci. Et dans ce cas-ci, les deux sont égaux parce qu'il n'y a pas d'accélération. On verra après, comme il y a une accélération, la vitesse initiale c'est bien V0. Alors ici j'ai donc 4/5 de V0 fois le temps, et je n'ai pas d'accélération. Ça c'est selon x. Regardons à présent selon y. Attaquons-nous à selon y. Alors pour faire selon y, j'ai gagné un peu de place à gauche en enlevant les équations du mouvement. Donc, évidemment, vous avez plus de place sur vos feuilles, et donc pas hésiter à garder ça évidemment. Donc on va commencer par la même chose. Quelle est mon accélération? Pourquoi je commence toujours par l'accélération? Parce que ça me dit vraiment quel type de mouvement j'ai. Et ici, donc on l'avait vu, l'accélération c'est moins 10 mètres par seconde au carré. Moins 10 vu mon système d'axe. Du coup, comme j'ai une accélération, ma vitesse selon y va dépendre du temps. Ça va être ma vitesse initiale selon y plus l'accélération selon y fois t. Quelle est ma vitesse initiale selon y? On peut voir sur le schéma là que ça va être ce côté-ci. Ou alors ce côté-là. Question de point de vue, comment on décompose. En tout cas, par rapport à cet angle-ci, c'est le côté opposé. Et donc ça va être le sinus. J'ai donc V0 fois sinus de 36,87 degrés. AY c'est moins 10. Et alors là, vous ne trompez pas, c'est plus moins 10. Hein. Donc ici, normalement, votre signe de plus ne doit jamais changer. C'est votre accélération qui est négative fois t. Alors, si vous vous souvenez, cosinus de 36,87 c'était 4/5. Et sinus de 36,87 c'est 3/5. Comme ça vous le savez, c'est pas un nombre à retenir. Si vous voulez le taper à la calculette, vous pouvez. Donc ici j'ai 3/5 qui est le sinus de 36,87. Vous tapez à la calculette, vous allez avoir 0,6 plein de 0. 0,6 c'est 3/5 fois V0 moins 10t.
Là, j'ai ma vitesse selon y. Quand on est en t égale 0, ma vitesse vaut 3/5 de v0. Quand on est à 1, elle vaudra 3/5 de v0 moins 10, etc. Ici, comme vous l'avez vu, j'ai pris petit g égale 10 mètres par seconde au carré. C'est un choix. À l'examen, rappelez-vous, on vous demandera souvent d'employer 9,81. Donc ma position, alors je pourrais écrire ma position selon y, mais c'est un peu lourd comme notation, je vais juste écrire y. Ma position au cours du temps. Et vous voyez que chaque fois je prends le réflexe de réécrire mes équations. Ça permet, premièrement, nous, on voit que vous avez compris. Si jamais tout le reste est faux, ça vous fait déjà des petits points en plus par-ci par-là. Deuxièmement, ça permet de les retenir sans devoir vraiment les étudier. Si chaque fois que vous faites un exercice, vous les réécrivez encore et encore et encore, à un moment, ça va rentrer tout seul. Quelle est ma position initiale? Y0. Alors là, encore une fois, ça dépend du système d'axe. Ici, vu mon système d'axe, on voit bien qu'au début, j'étais en position 2 selon Y. J'étais 2 mètres au-dessus du niveau défini par mon système d'axe. Donc je vais écrire que ça, on est en 2. Ma vitesse initiale, elle est ici. Hein. C'est ce qu'on avait déjà calculé avec ça. Et elle est là donc. Je vais pouvoir reprendre ce que j'ai déjà calculé. Mais comme j'ai dit, attention, je ne vais pas prendre la deuxième partie, le moins d'it, qui dit comment fluctue cette vitesse initiale justement au cours du temps. Et donc ici, je vais avoir plus 3/5 de V0 fois t. Alors vous notez qu'on est en plus parce que ma vitesse de fait, elle va dans le sens positif de x et y. Elle est donc positive. Plus 1/2, moins 10 pour AY, fois t carré. Et donc si je remplace, ici j'ai 2, plus 3/5 V0t, moins 5 t carré. Moi j'ai pris l'habitude, voilà, là j'ai des équations un peu brouillon, de réécrire tout ça bien à part pour avoir vraiment mes outils prêts pour résoudre l'exercice. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, les recopier, et puis on se retrouve au slide suivant pour terminer cet exercice. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai recopié en haut à droite mes équations de mouvement selon x. Ma position au cours du temps c'était 4/5 fois v0 fois t. C'est un MRU, pas d'accélération. Et ma vitesse est constante, c'est vous 4/5 de v0. Selon y, je démarrais en une position de 2. Je bouge avec une vitesse initiale de 3/5 v0 fois t. Et j'ai aussi une accélération, ici, qui va me donner un terme moins 5 t carré, qui vient du moins 10, hein, petit g qui vaut moins 10 divisé par 2 fois t carré. On a ma vitesse selon y et mon accélération selon y. Maintenant, j'aimerais bien voir si j'arrive à atteindre mon objectif initial, à savoir tomber ici. Alors si j'arrive plus loin, tant mieux, c'est pour ça qu'on va parler de vitesse minimale. Si j'ai une vitesse minimale, elle me ferait tomber juste ici. Alors en pratique, si jamais j'arrivais un petit peu plus avant, je pourrais tendre les bras, essayer de m'accrocher, ce serait encore plus spectaculaire. Et si j'allais plus loin, ben, je tomberais juste directement dessus. Voilà, ça dépendra un peu des risques qu'on vous demandez aux cascadeurs aussi. Mais pour l'instant, on va généralement s'occuper juste de ce point-là comme valeur qui nous intéresse. Donc ce point, comme je l'avais déjà noté ici, on se trouve selon mon système d'axe en position 10 selon x et en position 0 selon y. C'est donc un point qu'on connaît et on va pouvoir le remplacer dans certaines équations. Par exemple, je sais que je vais appeler T1 le temps du saut. C'est-à-dire en fait que si ici je suis en t égale 0 secondes, et bien quand j'arrive au bout, le temps c'est t1. D'accord? Je démarre, je dis allez top, maintenant le saut commence, 0 secondes. Et je regarde tout le temps qu'il faut et à un moment je dis stop, ben ce temps-là c'est t1. Et ce temps-là c'est le moment où on est arrivé au bout. Et donc je sais pas mal de choses à ce moment-là. Je sais par exemple que ma position selon x en t1, eh ben je suis en 10. Je sais aussi que ma position selon y en t1, je suis à 0 à cet endroit-là. Est-ce que je sais d'autres choses? Non. Maintenant, je peux remplacer ça dans les équations. Par exemple, j'ai ici
x, rappelez-vous, on l'avait noté là, c'est pour ça que j'ai renoté mes équations. C'est 4 cinquièmes fois V0 fois t. Ça, c'est la formule générale. Mais ici, je ne la regarde pas à n'importe quel t, je la regarde au temps 1. Faisons la même chose pour y. Y, c'est 2 plus 3 cinquièmes de V0 fois t, moins 5 t carré. Cette formule, elle vient d'ici, c'est ce qu'on avait trouvé avant. Mais encore une fois, là, je ne regarde pas à n'importe quel temps, je regarde ça au temps 1. Et ici, vous voyez que j'ai deux équations, une, deux, avec deux inconnus. J'ai V0 comme inconnu et T1. Si j'ai deux équations à des inconnus, je peux les résoudre. Alors vous êtes en train de voir comment le faire avec des combinaisons linéaires, avec des matrices, etc. Moi, je vais ici le faire par substitution. C'est-à-dire que je vais isoler dans l'équation 1, qui me semble la plus simple, pour injecter dans l'équation 2. Vous voyez que si ici j'isole T1 pour le remplacer avec des V0, si j'écris T1 égale blablabla, il y aura des V0 dedans, etc. Ben, je vais devoir mettre ça au carré. Moi, j'ai pas trop envie de mettre ça au carré, mais ça marcherait aussi très bien. Mais je vais plutôt isoler V0. Et donc ceci, je peux le réécrire en disant je vais isoler V0. Et donc V0 c'était égal à 10. Hein. Je le dis là et V0 là. Donc V0 c'est égal à 10. Et puis je vais faire passer de l'autre côté. Donc j'avais 4 cinquièmes qui devient 5 quarts. Et j'avais mon T1 qui devient divisé par T1. Ici j'ai isolé V0. Ce qui me permet ensuite de l'injecter dans l'autre équation. Et donc ça donne quoi? Ici j'ai 0 égale 2, plus 3 cinquièmes, et là je remplace mon V0, hein. Mon V0 il est ici, donc ça va être 10 fois 5 quarts fois 1 divisé par T1. Pas oublier ici, donc là j'ai remplacé vraiment juste ce V0 là, il reste donc encore mon T1 moins 5 T1 carré. Et ici vous voyez que c'est sympa quand même, mettant ça nul. Touc, touc. Et donc si je réécris ceci, je vais continuer ici. J'ai donc 0 égale 2 plus... Alors là je peux résoudre cette équation aussi. Donc si ici mon 5 et mon 5 s'annulent. Et 10 divisé par 4, ça fait 5 divisé par 2. Vous voyez, ici j'ai 5, là j'ai 2, j'ai divisé les deux. Donc j'ai 15 demi plus 15 demi moins 5 T1 carré. Je vais donc isoler T1 carré. Pour ça, je vais le faire passer à gauche d'égalité. Donc j'ai donc 5 T1 carré égale 2 plus 15 demi. Et donc j'ai que T1 au carré est égal à 1 cinquième de tout ce qu'il y avait de l'autre côté. 2 plus 15 demi. D'accord? Si je veux enlever mon 5 à gauche, ici je dois diviser par 5, donc je dois diviser tout ce qui est à droite par 5. C'est ce que j'ai fait ici, vous voyez, 1 cinquième, c'est multiplié par 1 cinquième, c'est divisé par 5. Et donc je trouve que T1 est égal à la racine de 1 cinquième, 2 plus 15 demi. Alors attention, si j'ai x carré égale 4, ici j'ai deux valeurs possibles. J'ai 2, hein, 2 au carré, ça vaut bien 4, mais j'ai aussi moins 2. Car moins 2 au carré, moins par moins ça fait plus, ça donne aussi 4. Et donc quand je prends la racine ici, je ne dois pas oublier que c'est plus ou moins le résultat. Ok, tapons ceci à la calculette. Donc j'ai 2 plus 15 demi fois 1 cinquième sous la racine. Et donc je trouve deux temps. Hein. Je trouve 1,38 secondes et moins 1,38 secondes. Que représentent ces temps? Alors quand on y pense, T1,
Si on regarde juste mathématiquement ce que ça représente le moment où on est en x égale 10 et où on est en y égale 0. Or, on peut voir clairement que ce temps, il va être positif. Remonter dans le passé n'aurait pas beaucoup de sens pour nous. Et donc ici, on va dire que ce temps, il n'est pas physique, il ne m'intéresse pas. C'est juste un artefact qui vient des mathématiques, qui vient du fait qu'en fait ici, j'ai une équation qui va être du second degré, donc j'ai deux temps possibles, mais il n'y en a pas un ici qui m'intéresse pour mon résultat. Donc je sais déjà une chouette information, c'est que mon temps de saut, le temps T1, il vaut 1,38 secondes. Donc mon saut dure au moins 1,38 secondes. Alors pourquoi au moins? Parce que rappelez-vous, on cherche vraiment la vitesse minimale pour arriver là-bas. Si jamais mon personnage allait plus vite, il mettrait plus de temps et il arriverait plus loin. Maintenant, regardons. Ici, ce qu'on cherchait, c'était pas T1, c'était V0. Et pour ça, on a cette équation ici, qui est toute prête, qui n'attend que nous. Et donc, on peut remplacer. Donc, si je remplace ici, V0, c'est égal à 10 fois 5 quarts divisé par T1. Donc, si je fais ça, j'ai 10 fois 5 quarts. Là, je suis en train de taper à la calculette. Hop. Et je tombe sur la valeur de 9,07 mètres par seconde. Et j'ai donc mon résultat final. Alors ça devient un peu brouillon ici, vous voyez, j'ai employé cette fonction. Mais en soi, le raisonnement il est toujours le même pour le tir parabolique. On fait d'abord un schéma où on choisit un système d'axes bien clair, x, y, avec vraiment une position de 0 qui va nous permettre de savoir, tiens, mon personnage au début, ici il est en 0,2, vous pouvez voir ça ici, la fin elle est en 10,0, etc. Ensuite, donc ça c'est la partie 1, le schéma. Ensuite on a la partie 2 qui se trouve juste ici, ce sont les équations du mouvement. Je vais appeler ça juste les équations. Où là il faut se rendre compte, tiens, est-ce que j'ai une accélération selon x, selon y? Alors une erreur que vous faites très souvent, c'est de se dire, ah s'il y a une vitesse, il y a une accélération. Non, c'est deux choses complètement différentes. Vous allez voir que ce qui est lié à une accélération, ce soit on vous la donne, on dit il y a une accélération, on ne vous explique pas pourquoi elle est là, mais on vous la donne. Typiquement une voiture sur l'autoroute accélère à du 10 km/h à chaque seconde, c'est une accélération. On vous a pas expliqué que c'est parce que le moteur il pousse et avec les frottements et non, juste il y a une accélération. Soit on vous dit rien et c'est à vous en regardant le problème de comprendre où est l'accélération. Ici c'était le poids. Troisième partie, on regarde ce qu'on veut et ce qu'on connaît. Ici, j'étais intéressé par la position là en fait. J'aimerais bien savoir est-ce que j'arrive à aller là. Et typiquement, c'est ce que je connais en fait. Là, je sais précisément quelle sera ma position. Sur le tir parabolique que vous aviez fait en classe, on savait aussi que par exemple en haut de la parabole, on a une vitesse nulle. Voilà, il faut un peu savoir, tiens, qu'est-ce que je connais? Là, je connaissais exactement la position. Du coup, après, c'est juste des maths. Alors pourquoi je dis c'est juste des maths? Parce que ici, on ne peut pas vraiment vous apprendre à faire l'intuition, à représenter le problème, quelles sont les équations du mouvement. C'est des équations du second degré, c'est des équations du premier degré, c'est des systèmes d'équations. Ça va être tout le temps la même chose, et j'insiste encore une fois. Si ça vous pose problème, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur internet, ou alors peut-être prendre des guidances. Vous pouvez demander à l'EFEC d'avoir des cours de rattrapage en maths comme en mécanique, et comme dans n'importe quel autre cours d'ailleurs. Je vous encourage vraiment. Le plus tôt vous vous mettez à jour, le plus tôt toute cette partie mathématique, qui ici prend quand même une bonne moitié de mon slide, va devenir simple pour vous, et vous pourrez vraiment vous concentrer sur la physique et se rendre compte que voilà, mon personnage il part avec du 9 mètres par seconde. Ça veut dire quoi ça? Ça fait combien de kilomètres par heure? Alors hop, c'est parti. On va essayer d'interpréter un tout petit peu ça au slide suivant. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un peu place nette pour juste dire que tiens, ma vitesse initiale, elle devait être de 9,07 mètres par seconde.
qu'est-ce que ça nous apprend ceci? Ben, mettons ça en kilomètres par heure, vous avez un peu plus de feeling avec ce que c'est les kilomètres par heure. Donc soit vous vous souvenez qu'il faut faire multiplier ou diviser par 3,6, soit moi je ne le retiens pas, et je retiens juste que si je veux passer des mètres kilomètres, ici j'ai 1 mètre, donc c'est égal à combien de kilomètres? Ben à 10 moins 3 kilomètres. Et ici j'avais une seconde, hein, et donc ça c'est égal à combien d'heures? Ben, c'est 1/3600e d'heure. Donc ça fait 9,07 fois, si je le repasse au-dessus, 3600 fois 10 moins 3, et il me reste donc bien des kilomètres par heure. Et donc on voit bien que pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, c'est 9,07 fois 3,6 km par heure. Alors oui, ça a l'air un peu plus long que de juste retenir que c'est fois 3,6, mais ça permet de le faire avec n'importe quelle unité si on vous demande n'importe quoi. Et sachant que ceci, vous êtes capable de le faire pour le récit, je vous encourage à bien revoir cette matière. Donc si je fais 9,07 fois 3,6, je tombe sur 32,65 km par heure. Verdict, ça c'est une vitesse très difficile à atteindre pour un être humain qui court. Il peut l'atteindre que pendant un bref moment. En plus là, rappelez-vous, il est sur une pente à 36,87 degrés, donc c'est en train de monter, ça lui demande un plus grand effort encore. Ça va être compliqué. Soit vous avez un Usain Bolt et vous vous dites allez ça va peut-être passer quoi, sachant qu'en soi il peut se rattraper sur le mur, mais il faudra vraiment être dans des conditions idéales, surtout qu'on peut pas garder cette vitesse là très longtemps, donc il faudra bien gérer son effort. On est quasi dans un record pour du saut en longueur là. Soit vous prenez une petite moto, un petit scooter ou quoi, et alors là tout d'un coup ça a l'air tout de suite beaucoup plus faisable. Voilà voilà. J'espère que cet exercice est un peu plus clair pour vous. Je vous invite à essayer de le refaire, à regarder. N'hésitez pas si vous avez des questions à demander à votre prof de TP, de vous réexpliquer un peu ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne étude, un bon boulot, et à bientôt.